Oui, quelques secondes pour répondre à Monsieur Moglia. Si vous respectiez, Monsieur Moglia, mieux les règles juridiques, ça vous aurait évité d'être déclaré inéligible. Alors, je voudrais, à propos du compte administratif, vous exprimer à la fois notre déception, notre étonnement et surtout nos inquiétudes. Notre déception tout d'abord. En effet, nous attendions de cette présentation que se dégage un débat d'orientation budgétaire pour toute la mandature. Le président Percheron s'y était engagé afin que nous entamions très sereinement un débat sérieux sur deux questions de fond. La première concerne la réforme de la fiscalité locale. En effet, dès 2009, les dotations de l'État et de l'Europe dépassaient 47% de nos recettes propres hors emprunt, ce qui a fait déjà bien entamer le principe constitutionnel de notre autonomie financière. Avec la suppression de la taxe professionnelle, notre Conseil régional n'aura plus que deux marges de manœuvre, la fiscalité des cartes grises et l'emprunt. Vient la seconde question de fond qui concerne les dotations de l'État qui devraient dès 2011 diminuer en valeur et surtout bien évidemment en volume. Dans cet environnement budgétaire contraint, nous attendions de l'exécutif un grand débat sur le recentrage vers nos cœurs de compétences, en particulier sur la lutte contre la très grave crise économique qui nous frappe aujourd'hui de plein fouet. Nous sommes malheureusement en tête des régions métropolitaines dans le symptôme le plus visible, à savoir l'évolution des défaillances d'entreprises et la montée du chômage. Donc nous aurions dû aujourd'hui évoquer sereinement la question centrale. Pouvons-nous rester une collectivité de plein exercice et cesser de nous disperser du fait de la clause de compétence générale? L'État nous y incite jusqu'à ce qu'il nous y contraigne. Or, c'est dès la réalisation de l'exercice 2010 que nous devrions infléchir notre stratégie. Mais que trouvons-nous dans l'ordre du jour de la prochaine commission permanente? 4000 subventions de fonctionnement, de saupoudrage, clientélistes, réparties dans 800 délibérations à tiroir. Franchement, un tel saupoudrage est-il sérieux? D'où en second lieu notre étonnement. Mais quelle est votre stratégie? Où allons-nous? Et plutôt, où allez-vous? Nous attendions aujourd'hui que vous nous annonciez une politique économique volontariste à travers des investissements structurants. Or, que constatons-nous? Le dérapage vers le fonctionnement se poursuit. 66% des dépenses réelles contre 34% seulement pour l'investissement. Vous nous répondrez certes que le budget de fonctionnement a été gonflé par la loi Raffarin de 2004, une loi revancharde afin de punir la gauche d'avoir gagné les élections régionales. Mais cela dit, quand nous examinons les chapitres budgétaires tels que le 935 ou le 939, qui n'ont rien à voir avec cette loi de transfert, nous constatons le même manque de souffle. Alors où sont passées les lois de décentralisation de 1982 à 2004, qui faisaient de la région le chef de file en matière économique? Oh, alors certes, vous vous gargarisez de documents tels que le schéma régional de développement économique, mais quels moyens avez-vous pour faire appliquer ce schéma de vos rêves? Eh bien la réponse est ô combien cruelle. Nous la trouvons en page 41 de votre exposé des motifs. Le développement économique, investissement plus fonctionnement, ne représente que 54,9 millions d'euros, soit 4% du montant des politiques régionales en 2009, c'est-à-dire 2,1% des dépenses réelles hors mouvement d'ordre. Alors, monsieur de Saint-Ignon, on peut dire aujourd'hui grand diseux, petit faiseux. D'où évidemment nos inquiétudes face à des dérives budgétaires persistantes. Le premier sujet d'inquiétude, c'est la persistance des déficits. En effet, et vous le reconnaissez vous-même, en page 14 de l'exposé des motifs, vous empruntez 248 millions d'euros et vous n'en remboursez que 125. Donc votre budget n'est qu'en équilibre purement comptable. Mais en réalité, le déficit budgétaire qui coïncide avec l'endettement supplémentaire est de 123 millions d'euros. Notre deuxième sujet d'inquiétude qui résulte du premier est le gonflement continu de la dette. Mais à partir de maintenant, je vous le signale, je me fonde uniquement sur vos ratios de gestion, ceux qui apparaissent de la page 77 à 89. Ces ratios sont validés par le ministère de l'Intérieur et vous êtes dans l'obligation de les présenter depuis la loi de votre ami Pierre Jox, c'est-à-dire la loi ATR de 92. Ils sont tellement glorieux qu'ils ne sont pas illustrés d'une ligne de commentaires. Car on y constate, pour ne prendre que les ratios les plus significatifs, que le ratio numéro 5 dette par habitant a bondi de 243 € en 2002 à 372 € en 2005, soit la bagatelle de 53% d'augmentation, un chiffre meurtrier en cas de remontée éventuelle des taux. Mon troisième sujet d'inquiétude concerne la pression fiscale. En 2009, elle est de 41% supérieure à la moyenne nationale, et ce sans compter la TIPP, qui représentait alors le tiers de la pression fiscale globale.
Dans une région où certains de nos concitoyens connaissent l'extrême pauvreté, les pluies de subventions vers le Maroc, le Mali ou le Sénégal n'en sont que plus indécentes. Enfin, le dernier ratio très inquiétant est le ratio 11. La dette représente 104% de nos dépenses, de nos recettes réelles, de fonctionnement. En clair, il nous faudrait 1 an de recettes fiscales et de dotations pour rembourser notre dette, en interrompant tout investissement, en arrêtant de payer le personnel régional ou le chauffage, l'électricité, etc., du siège et des lycées. Vous pouvez certes me rétorquer que ce ratio était monté jusqu'à 125% en 2004, mais à cette époque, vous aviez la maîtrise de vos recettes fiscales, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors que nous voyons en annexe page 206 que ces dettes sont d'une durée de 15 ans, voire majoritairement de 25 ans à 30 ans, le tout avec des ressources figées et une masse d'emprunts à taux variable, nous mesurons malheureusement là toute l'ampleur de votre héritage. Pour conclure, Monsieur le Président, vous savez que nous siégeons avenue du président Hoover, l'homme du krach de Wall Street de 1929, celui qui assurait en plein naufrage économique que la prospérité est au coin de la rue, ou encore en 1932 que les États-Unis voyaient la lumière au bout du tunnel. Alors, je pose la question franchement à Monsieur Percheron qui n'est pas là, souhaite-t-il que dans de nombreuses décennies, cette même artère ne soit rebaptisée avenue du président Percheron, mutatis mutandis. Pour le moment, vous l'avez compris, nous sommes dans l'impasse Percheron. Où allons-nous? Où allez-vous avec de si mauvais bergers? À mon avis, vous nous emmenez dans le mur, et de surcroît en klaxonnant. Merci.